Bonjour à tous et à toutes à ce webinaire en occasion à la Journée mondiale de l'arthrite. Je suis ravie tous de vous voir. Nous allons commencer par un petit mot d'accueil dans cette journée qui a déjà très bien commencé par un autre webinaire sur la spondylarthrite et les différents classements. Et donc, pour bien commencer ce webinaire, bienvenue à tous et à toutes. Je suis contente pour cette journée de l'arthrite de sensibiliser à nos pathologies que sont les maladies inflammatoires rhumatismales et donc on pense à toutes les personnes ici qui souffrent de ces pathologies et donc voilà, et je voulais aussi profiter de l'occasion pour glisser un petit mot. Claire s'est lancée dans un chouette projet de marche qu'on a appelé que l'association française a appelé ça le marchathon. Et donc, c'est 20 jours de marche. Chacun son rythme, où on compte les pas et voilà, nous gagnerons à la fin un petit prix. Voilà, c'est l'occasion de tous nous motiver à marcher, à pouvoir faire de l'activité physique qui est parfois un peu difficile dans nos pathologies. Et donc, c'est toujours intéressant de tous nous motiver à ce niveau-là. Alors, pour le bien de ce webinaire, quelques petites consignes. Par défaut, tous vos micros sont coupés car voilà, on est une vingtaine, donc si on peut parler tous en même temps, ce sera un peu le fouillis et donc et même les mains levées, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais vous expliquer. Et en cas de problème technique, vous avez le petit logo conversé qui vous permettra donc de voilà, exposer votre problème et pouvoir vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Et donc, si vous avez une question à poser au docteur Ribens en fin de son allocution, vous avez le petit onglet en dessous de votre écran qui s'appelle Q&R, qui permettra donc de rassembler les différentes questions. Et vous avez aussi l'occasion de écrire un petit commentaire si vous nous suivez en tant que live Facebook. Et toutes les questions seront reprises, ne vous inquiétez pas. Voilà, je profite aussi de glisser un petit mot pour, voilà, si vous souhaitez devenir membre ou être bénévole, apporter la petite main à l'édifice, voilà, on est toujours content de vous accueillir. Et donc, voilà, vous pouvez prendre les informations via claire.be, nous avons une adresse mail et il y a aussi un numéro de téléphone où on est toujours joignable. Et donc, voilà, vous pouvez retrouver ce numéro sur notre site internet aussi. Et alors, si malheureusement, vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout de cette allocution, c'est pas grave. Le live Facebook sera toujours sur notre page et vous pourrez avoir l'occasion de regarder la vidéo en entier sur YouTube par la suite. Alors, donc nous avons le plaisir d'accueillir notre oratrice, le docteur Clio Ribens, qui est donc chef du département de rhumatologie au CHU Sartiment à Liège. Et donc, celle-ci va nous présenter les traitements que nous appelons les anti-JAK. Et donc, voilà, nous mettre un petit peu le pied à l'étrier, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Je vais vous laisser voilà, l'écran. Bienvenue. Bonsoir à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Et le pointeur aussi? Parfait, merci. Donc, bonsoir à tous. Je vais vous parler donc des dernières actualités sur la polyarthrite rhumatoïde et essentiellement un focus sur les derniers traitements disponibles qu'on appelle les anti-JAK.
Alors, je vous rappelle simplement, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune qui touche à peu près 1% de la population adulte. L'âge de début se situe surtout entre 40 et 60 ans, mais on sait que des personnes peuvent être atteintes beaucoup plus jeunes, déjà à l'adolescence ou plus tardivement également. Et on estime qu'il y a à peu près 2 à 4 nouveaux cas par 10 000 habitants par an. Alors, c'est une maladie qui touche davantage les femmes, mais les hommes également peuvent être touchés. Et la maladie touche typiquement les mains et les pieds. Vous pouvez voir ici, chez une femme, un gonflement des articulations qu'on appelle les interphalangiennes proximales. Et ici, chez un homme, un gonflement des articulations métacarpophalangiennes. Mais vous voyez également qu'il peut y avoir un gonflement au niveau des genoux et toutes les articulations de l'organisme peuvent être touchées. Souvenez-vous simplement que la polyarthrite ne touche pas la colonne vertébrale, hormis la toute première articulation entre la première et la deuxième vertèbre cervicale à la base du cerveau. Alors souvent, les personnes posent la question, mais pourquoi est-ce que j'ai une polyarthrite rhumatoïde? Et il y a de nombreuses études qui sont en cours depuis plusieurs années et qui montrent que la polyarthrite survient lorsqu'il y a une combinaison spécifique de facteurs internes et externes. Alors, ces facteurs internes, ce sont des facteurs génétiques. Donc, on sait que la maladie survient chez des patients génétiquement susceptibles, mais avoir ces gènes ne suffit pas. Pour qu'il y ait une initiation de la maladie, il faut des facteurs externes. On s'est longtemps posé la question et on se la pose toujours de savoir si c'est peut-être une infection qui déclenche quelque chose au niveau de cet organisme génétiquement susceptible. On sait en tout cas que certains facteurs de l'environnement jouent un rôle, en particulier le tabagisme, des modifications au niveau de la cavité buccale lorsqu'il y a une inflammation des gencives qu'on appelle une parodontite, et un rôle également de germes au niveau du microbiome intestinal. Et de nombreuses études ont montré qu'il y a une première phase qu'on appelle de préarthrite, c'est-à-dire qu'il y a différentes modifications qui ont lieu dans l'organisme avant que les phénomènes inflammatoires articulaires n'apparaissent. Donc, on sait que cela survient chez un individu génétiquement susceptible et je ne vais pas énumérer les différents gènes identifiés. Ici, il y en a simplement 3 qui sont repris, mais il y a au moins une vingtaine de gènes qui ont été mis en évidence. Donc, ce n'est pas une maladie monogénique liée à un seul gène, mais plusieurs gènes probablement. Et en plus de ces gènes, vont arriver des phénomènes de l'environnement. Je vous l'ai dit, peut-être une infection virale ou bactérienne, mais on sait qu'il y a différents agents, le tabagisme, la périodontite, différents germes de microbiome au niveau de la bouche, au niveau de l'intestin ou au niveau des voies respiratoires, qui vont induire la production de différentes protéines avec une influence de l'environnement, ce qu'on appelle des modifications épigénétiques et des modifications de certaines protéines, dont ce qu'on appelle la citrulination, qui transforme un acide aminé qu'on appelle l'arginine en citruline. Et chez cet individu génétiquement susceptible, il va y avoir production d'anticorps antipeptides citrulinés. C'est ce qu'on appelle les anticorps anti-CCP qu'on peut doser dans la prise de sang. Et une fois que tout ceci survient, il va y avoir une modification du système immunitaire avec une perte de la tolérance et le système immunitaire de l'individu va réagir contre lui-même avec production de ces auto-anticorps dont les ACPA, donc ce sont les anticorps anti-CCP ou le facteur rhumatoïde, activation des différentes cellules du système immunitaire dont des sous-types de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui vont alors migrer dans l'articulation, donner une inflammation qui va se traduire au niveau clinique avec des gonflements articulaires, des douleurs, une ankylose et parfois une atteinte structurelle du cartilage et de l'os. Alors, cette diapositive vous montre toute une série de phénomènes immunologiques qui ont lieu dans l'articulation. Je ne viens bien entendu pas parler de tout ça, simplement revenir sur le fait qu'il y a des interactions entre ces sous-types de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T et des cellules présentatrices d'antigènes
par notamment ce qu'on appelle une voie de costimulation qu'on va pouvoir inhiber avec un traitement. Il va y avoir activation des lymphocytes B qui vont produire les anticorps, dont les auto-anticorps comme le facteur rhumatoïde, et qu'on peut également cibler par des traitements. Et puis, il y a ces productions de cytokines pro-inflammatoires. Donc, les cytokines, ce sont des protéines qui servent à communiquer l'information d'une cellule à l'autre, dont le TNF et l'IL6 que l'on peut inhiber avec différents traitements. Et c'est cette amélioration des connaissances de ce qui se passe dans l'articulation qui a mené au traitement biologique de la polyarthrite rhumatoïde, donc les biothérapies qui s'administrent par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Les premiers, c'était les anticorps anti-TNF. La première étude avec infliximab a été publiée en 2000, donc maintenant il y a 22 ans. Ce traitement s'administre par Baxter intraveineux, mais tous les autres anti-TNF s'administrent par injection sous-cutanée. On peut également bloquer l'interleukine 6 avec ces traitements, ou bien, comme je l'ai dit, on peut bloquer l'activité de certains globules blancs, les interactions entre les lymphocytes T et les cellules présentatrices d'antigènes avec l'abatacept, ou bloquer directement les lymphocytes B avec le rituximab. Et donc, tous ces traitements, ce qu'on appelle les biothérapies, qui découlent de nos connaissances biologiques de l'immunologie et qui nécessitent une recherche et un développement pour les mettre au point. Et ce sont des grosses molécules qui s'administrent donc, comme je l'ai dit, en intraveineux ou en sous-cutané. Si je prends ces exemples aussi de traitements qui bloquent l'effet des cytokines, ce qui va se passer, c'est que ces traitements vont, par exemple pour l'IL6, interagir avec l'IL6 pour empêcher l'IL6 de se fixer sur la cellule pour transmettre son signal à l'intérieur de la cellule. Mais il y a une autre façon de bloquer cette signalisation de l'IL6, c'est en interagissant avec ce qu'on appelle la voie JAK-STAT. Donc, une cytokine se fixe sur les récepteurs et vous voyez qu'il y a deux molécules avec à l'intérieur de la cellule les JAK. Une fois que la cytokine se fixe, elle va activer le récepteur. Ça va induire à l'intérieur de la cellule, c'est ce qui est représenté ici, ou également ici à l'intérieur de la cellule, une activation de ce qu'on appelle les STAT, donc Signal Transducer and Activator of Transcription, qui vont être phosphorylés. Donc, ces modifications de molécules font qu'ils vont aller dans le noyau de la cellule et activer la transcription de différents gènes menant à la production de différentes protéines pro-inflammatoires. Et vous voyez qu'il y a 4 membres de la famille des JAK qu'on appelle JAK1, JAK2, JAK3 et TYK2. Et ces différents sous-types vont s'assembler pour former des récepteurs pour les cytokines. C'est ce que vous pouvez voir ici. Vous avez différentes cytokines qui sont reprises et qui vont se lier à un couple bien particulier de JAK, soit ce qu'on appelle des homodimères, si ce sont les deux mêmes, ici par exemple JAK2 et JAK2, ou bien deux JAK différents, par exemple ici JAK1 et JAK3, c'est ce qu'on appelle un hétérodimère. Et selon les types de cytokines, il y a différentes interactions qui ont lieu avec les JAK et à l'intérieur de la cellule, une activation bien spécifique de certains stades qui va modifier la fonction cellulaire. Et c'est ce que vous voyez ici, les différentes cytokines ou groupes de cytokines qui sont reprises, qui interagissent avec un couple bien spécifique de JAK qui sont repris ici, qui induisent une activation de certaines protéines STAT qui aboutissent alors à certaines réponses. Et par exemple, l'interleukine 6 dont on parlait tout à l'heure va interagir avec son récepteur, activer les STAT 1, 3 et 5 et induire de l'inflammation. Et donc, pour bloquer cette voie, on peut bloquer certains sous-types de JAK. Et c'est ce qu'on voudra faire pour bloquer les phénomènes d'inflammation ici ou ici. Mais vous voyez également que certains JAK interviennent dans la défense antivirale et je vais y revenir. Mais donc, lorsqu'on va bloquer ces JAK, on aura une diminution de nos défenses par rapport au virus.
Donc, les inhibiteurs de JAK sont ces nouveaux traitements qu'on appelle traitements synthétiques ciblés parce que ce sont des plus petites molécules que les biothérapies dont on dispose et qui ont l'avantage de se donner en comprimé. Alors, j'ai repris ici les différentes molécules dont on dispose à l'heure actuelle par ordre de développement et de reconnaissance, d'approbation par la FDA, qui est la Food and Drug Administration, donc l'agence du médicament aux États-Unis, ou par, je n'ai pas repris les dates pour tous, mais ici, par l'Agence européenne du médicament. Et donc, le premier qui a été développé, c'est le tofacitinib, donc, qui est approuvé aux États-Unis depuis 10 ans maintenant, et donc qu'on connaît depuis plus longtemps, qui inhibe surtout JAK1 et JAK3, également JAK2. Le baricitinib, approuvé un peu plus tard, qui inhibe JAK1 et JAK2. Et puis, les deux derniers venus, upadacitinib et filgotinib, qui inhibent spécifiquement JAK1. Et donc, vous voyez ici les différentes molécules. Ce sont effectivement des petites molécules qui vont différer d'une part par les sous-types de JAK qu'elles inhibent. Je vous ai dit JAK1 pour upadacitinib et filgotinib, JAK1 et 2 pour le baricitinib, JAK1 et 3 surtout, un peu le 2 pour le tofacitinib. Et le fait qu'ils inhibent différents sous-types de JAK vont expliquer différentes propriétés, essentiellement au niveau de leur métabolisme. Donc, certains sont éliminés par les reins, d'autres sont transformés au niveau du foie. Ils ont des demi-vies un peu différentes, mais ils sont tous caractérisés par une courte demi-vie, ce qui veut dire que le traitement doit être pris quotidiennement. Et pour ceux qui sont éliminés par voie rénale, on doit parfois diminuer la dose chez les personnes plus âgées. Alors, j'ai repris quelques diapositives d'études. Je ne vais pas vous montrer toutes les études qui existent avec tous les traitements, sinon on en a pour la soirée. J'ai choisi de prendre l'exemple du tofacitinib puisque c'est lui qui est développé depuis le plus longtemps avec ces études-ci qui datent de 2012 et 2013. Vous avez ici une étude où le traitement était administré seul chez des patients qui n'avaient pas bien répondu au méthotrexate, donc le lédortrexate qui est le premier traitement de choix dans la polyarthrite rhumatoïde. Et vous avez en bleu les personnes qui ont reçu le tofacitinib 5 mg 2 fois par jour par rapport à ceux qui ont reçu du placebo en gris. Et vous avez ici un pourcentage des patients qui s'améliorent et qui atteignent un certain niveau d'amélioration qu'on appelle l'ACR20. Et vous voyez que les deux groupes, le groupe traitement et le groupe placebo, se différencient déjà très rapidement, qu'on a une différence qui est très clairement significative après 3 mois. Et ici, après 3 mois, les patients qui étaient sous placebo, on leur donne du tofacitinib et ils ont une réponse et ils arrivent à la même réponse au bout de 6 mois. Ici, à droite, vous avez le même type d'étude, mais en combinaison avec un traitement de fond. Et à nouveau, on voit qu'on a une réponse très rapide. La première prise de sang ici était à 2 semaines, mais on sait déjà qu'il y a des améliorations à 1 semaine avec une efficacité qui se maintient dans le temps. Donc ça, c'est des études où on compare simplement au placebo. Il y a eu différentes études par la suite, simplement pour vous montrer ici où on a comparé le tofacitinib en rouge à un traitement biologique, ici l'adalimumab qui est un anti-TNF, et vous voyez que vous avez des réponses comparables et significativement supérieures au groupe placebo. Simplement une autre étude avec un autre inhibiteur de JAK, le baricitinib, et je vous montre les réponses en termes de DAS et de HAQ. Donc, vous savez probablement le DAS, c'est ce qu'on appelle le Disease Activity Score. Donc, c'est un score composite que l'on utilise quotidiennement puisque c'est ce score qui va permettre d'évaluer l'activité de la polyarthrite rhumatoïde et à partir d'un certain niveau d'obtenir le remboursement des traitements, que ce soit les inhibiteurs JAK ou les traitements biologiques. Donc, ce score inclut le nombre d'articulations gonflées, le nombre d'articulations douloureuses, l'évaluation de la maladie par le patient sur une échelle visuelle analogique de 0 à 100 mm et un paramètre d'inflammation, ici la CRP. Et donc, vous avez, par rapport au départ, l'amélioration en fonction du temps. Vous avez en rouge le groupe traité par baricitinib, en vert
le groupe traité par l'anti-TNF adalimumab et en gris le placebo. Et vous voyez à nouveau que vous avez une réponse très rapide avec les deux groupes qui se différencient de façon significative du placebo, et ceci dès les 2 premières semaines, et un effet qui se maintient dans le temps et qui est supérieur pour le baricitinib. Et on observe cela à la fois pour le score d'activité clinique et pour le questionnaire fonctionnel HAQ, le HAQ, Health Assessment Questionnaire, qui comprend différentes questions, et on voit également qu'on a une diminution rapide et qui se maintient dans le temps. Donc, ces inhibiteurs JAK sont vraiment caractérisés par leur rapidité d'action. On voit déjà après une semaine une diminution de la douleur rapportée par les patients, une diminution du nombre d'articulations douloureuses, une amélioration de l'ankylose matinale. À l'examen clinique, une diminution du nombre d'articulations gonflées. À la prise de sang, une diminution des paramètres d'inflammation comme la CRP. Et in fine, tous ces paramètres étant intégrés dans le score d'activité, une diminution du score DAS. Et à plus long terme, on voit un ralentissement des lésions cartilagineuses et osseuses au niveau des radiographies. Alors, avant de mettre en route un traitement, est-ce qu'il faut faire certaines choses? Eh bien, comme pour les biothérapies, il faut dépister la tuberculose. Donc, ça veut dire une radiographie des poumons et une intradermoréaction à la tuberculine. Et souvent, on associe une prise de sang qu'on appelle un testoquantiferon. On vérifie systématiquement le calendrier vaccinal parce qu'on sait que ces traitements, comme tous les traitements de la polyarthrite rhumatoïde, augmentent le risque d'infection. Et donc, on peut vacciner avec des vaccins inactivés comme ceux de la grippe annuellement. On conseille également contre le pneumocoque, donc avec le Prevnar 13 une fois sur la vie et le Pneumovax 23 tous les 5 ans. Et on conseille également des vaccinations classiques comme le tétanos ou pour le moment contre le Covid. Il faut savoir par contre que la vaccination avec les vaccins vivants atténués est absolument contre-indiquée parce que si on fait ces vaccins avec un traitement immunosuppresseur, on peut développer la maladie. Et donc, par exemple, pour certains pays, il faut vacciner contre la fièvre jaune. Et donc, on essaye de vacciner avant de mettre en route les traitements, sachant qu'il faut les arrêter un certain temps avant de pouvoir faire la vaccination et qu'il faut attendre encore 1 mois après la vaccination pour pouvoir mettre en route le traitement. Alors, est-ce que les inhibiteurs de JAK ont des effets secondaires potentiels? Mais oui, comme tout médicament. Je vous l'ai dit, il peut augmenter les infections, surtout des voies respiratoires supérieures ou inférieures, également des infections urinaires. Et donc, si c'est le cas, s'il y a une infection, on recommande de suspendre le traitement. Ce qui est particulier aux inhibiteurs JAK, c'est qu'ils peuvent s'accompagner de cas de zona. Vous savez que le zona, c'est le virus de la varicelle qui reste dans l'organisme et qui peut se réactiver. Si c'est le cas, on arrête le traitement par inhibiteur JAK et on donne le traitement par acyclovir le temps du traitement. On sait que ces traitements peuvent augmenter le risque de thrombophlébite et d'embolie pulmonaire, et donc on évitera ces traitements chez des personnes qui ont déjà fait des embolies ou qui sont à risque de faire des thrombophlébite, par exemple en cas d'obésité. Et puis on sait qu'il y a différents effets secondaires possibles au niveau de la prise de sang, comme avec de nombreux autres médicaments d'ailleurs, comme la diminution des globules blancs et des neutrophiles, une augmentation des tests du foie, une augmentation du LDL cholestérol, donc qui nécessiteront un suivi. On sait qu'il peut y avoir une augmentation des tests musculaires qu'on appelle les CPK, mais qui ne nécessitent pas de suivi particulier. À long terme, est-ce qu'il y a des soucis particuliers? On sait maintenant avec le tofacitinib qu'il y a une augmentation du risque cardiovasculaire chez des patients à risque, et ceci surtout dans certains sous-groupes, les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans et qui fument. On sait cela en fait d'une étude qui avait été commanditée par la FDA spécifiquement pour étudier la sécurité. Et dans cette étude, le tofacitinib était comparé aux anti-TNF. Et donc, il y a une augmentation du risque avec ce traitement, mais on ne sait pas si c'est lié spécifiquement à ce traitement ou si c'est lié au fait que les anti-TNF diminueraient le risque cardiovasculaire. Et on ne sait pas non plus si c'est spécifique à la molécule ou si c'est un effet de classe pour tous les inhibiteurs de JAK. Et donc, on recommande en tout cas une prudence chez les personnes de plus de 65 ans et chez les personnes tabagiques. Vous savez qu'une surveillance à long terme est nécessaire
pour la survenue éventuelle de cancer, et c'est une surveillance qui est nécessaire avec tous les traitements de la polyarthrite rhumatoïde. On a maintenant un très long recul avec les anti-TNF qui sont utilisés depuis plus de 20 ans, et on sait qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer, hormis des cancers de la peau de type non-mélanome, donc qu'on appelle les basocellulaires et les spinocellulaires. Vous avez vu les inhibiteurs de JAK qui sont développés depuis moins longtemps, et donc il faut garder à l'œil la nécessité de surveiller les individus à long terme. Mais au total, on sait maintenant que ce sont des traitements sûrs qui nécessitent simplement une surveillance biologique, une prévention des infections par la vaccination. Et puisqu'on sait que ces traitements augmentent le zona, on pense qu'on pourrait peut-être vacciner également contre le zona. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible ou difficile parce qu'on avait que des virus atténués. Maintenant, on a des vaccins inactivés, c'est ce qu'on appelle le Shingrix. Et donc, des personnes qui font le zona, on peut les vacciner avec ce vaccin. On suggère d'interrompre temporairement les inhibiteurs de JAK au moment où on vaccine, simplement pour augmenter les chances que l'organisme réponde bien à la vaccination. Si on n'arrête pas la médication, ce n'est pas grave, il n'y a pas de risque, simplement on pense que la vaccination sera plus utile si on arrête la médication quelques jours. Et puis, je vous l'ai déjà dit, en cas d'infection, il faut arrêter le traitement, et par prudence, on propose également d'arrêter avant une chirurgie programmée. Donc, au total, c'est une nouvelle classe thérapeutique dont on dispose maintenant pour la polyarthrite rhumatoïde. Ces inhibiteurs JAK qui agissent donc sur la voie de signalisation intracellulaire des cytokines pro-inflammatoires, qui ont l'avantage d'avoir une efficacité rapide, de s'administrer par voie orale. Ils ont une courte durée d'action, ce qui signifie qu'ils doivent être pris très régulièrement, mais c'est un avantage également que s'il y a une infection, lorsqu'ils sont interrompus, ils sont rapidement éliminés de l'organisme, ce qui permet de mieux combattre l'infection. Et comme tout traitement de la polyarthrite rhumatoïde, il nécessite un suivi régulier auprès du rhumatologue. Voilà, j'espère que j'aurai répondu peut-être déjà à certaines de vos questions sur ces traitements, et je reste à votre disposition, à votre écoute maintenant pour toutes les questions que vous auriez. Ouais. Tout grand merci en tout cas pour cette présentation déjà tout départ. J'aurais donc une première question à vous soumettre. Ah, la caméra qui ne veut pas s'allumer, mais j'ai la question vaut quand même. Voilà, ce serait quels seraient les facteurs qui encourageraient à choisir l'anti-JAK plutôt qu'un autre traitement comme les interleukines ou les anti-TNF? Alors, je parlais des effets secondaires des infections. On sait donc que les personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde, de par la maladie, ont déjà un risque accru d'infection, mais tous les traitements immunosuppresseurs, que ce soit le méthotrexate, les traitements biologiques ou les inhibiteurs de JAK, augmentent les infections. Comme je l'ai dit, l'avantage des inhibiteurs de JAK, c'est qu'ils ont une très courte durée d'action. Et donc, quelqu'un chez qui on craint des infections répétées, par exemple une personne qui serait diabétique et qui fait des infections, le fait de pouvoir se dire que si on arrête le traitement, il est rapidement éliminé de l'organisme, c'est un avantage. Si on prend à l'inverse le MabThera, qui est le traitement qu'on donne en Baxter et qui bloque les lymphocytes B, on sait que c'est un traitement très efficace, mais il reste très longtemps dans l'organisme. Et par exemple, une jeune femme qui voudrait être enceinte et qui est sous MabThera, on doit attendre 6 mois. Ou même chose, si on doit programmer une intervention chirurgicale, on doit attendre 6 mois après la dernière cure. Alors qu'un inhibiteur JAK, on l'arrête, il a une demi-vie de quelques heures et au bout de 1 ou 2 jours, il est éliminé de l'organisme. Donc, ça pourrait être un des avantages, par exemple. À l'inverse, il y a des personnes qui ne veulent pas du tout d'injection sous-cutanée ou de Baxter intraveineux, mais le fait de pouvoir prendre des comprimés, c'est quand même très facile. Même chose pour des personnes qui, par leur travail, doivent voyager, où ce n'est pas facile de maintenir des injections sous-cutanées au frigo puisque ça se garde au froid. Ici, on a des comprimés dans une boîte qui est à température ambiante. C'est très facile aussi. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ce traitement, tout en sachant qu'il y a beaucoup d'avantages aux autres traitements, aux biothérapies également. Donc, c'est au cas par cas, je dirais, en fonction du contexte général de la personne.
de ses préférences, bien entendu, mais d'autres maladies, s'il existe d'autres maladies concomitantes. D'accord. Et au niveau de l'État, si je puis dire, des remboursements, est-ce qu'il y a des facteurs aussi qui obligeraient plutôt par commencer par un autre traitement ou on peut débuter directement par ce traitement? Alors, tous les inhibiteurs de JAK, comme toutes les biothérapies, sont remboursés en Belgique si on a déjà reçu au moins 2 traitements de fond, dont le méthotrexate, donc le lédortrexate, au moins 15 mg par semaine, et également un deuxième traitement qui est soit le léflunomide, ce qu'on appelle également Arava, ou la sulfasalazine, salazopyrine. Donc, il faut avoir eu ces 2 traitements avant de pouvoir commencer un inhibiteur de JAK. Et dans les critères de remboursement, il y a également le fait d'avoir une maladie active, donc ça c'est par rapport au score DAS dont je parlais, et pour une question de sécurité, on doit faire les tests par rapport à la tuberculose. Mais donc, on ne peut pas les donner en première ligne. En première ligne, ça reste le lédortrexate et ou la salazopyrine, le léflunomide. Et en cas d'échec de 2 traitements, alors on peut passer aux inhibiteurs de JAK. D'accord. Moi, j'ai une question très simple. Il y a quelqu'un qui demande ce que c'est un traitement synthétique. Alors, c'est par rapport. Donc, les biothérapies ou les traitements biologiques, ce sont généralement des anticorps. Donc, on a besoin de tout un. Ces traitements sont produits en laboratoire. On a besoin de cellules qui produisent ces anticorps qui vont être ciblés contre le TNF, par exemple, ou contre les lymphocytes. Un traitement synthétique, c'est une molécule chimique, si vous voulez, et c'est ce qui fait aussi qu'on peut le prendre en comprimé, à l'inverse des traitements biologiques qui sont des anticorps, qui sont des protéines. Et donc, si on avale ces protéines, elles sont détruites dans notre tube digestif, elles ne donnent rien. Donc, des traitements synthétiques, c'est des petites molécules chimiques comme tous les médicaments qu'on avait avant, finalement, comme l'aspirine, un anti-inflammatoire, le méthotrexate, c'est des molécules chimiques, c'est ça, des molécules synthétiques en fait. Et on dit ciblé, traitement synthétique ciblé, parce que ça cible spécifiquement une voie de signalisation, cette voie JAK-STAT. Alors, une autre question, donc c'est une personne qui répond pas aux critères de risque que vous avez cités, donc plus de 65 ans et Ça va? tabagisme, mais c'est quelqu'un qui a dans sa famille quand même beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes cardiovasculaires, d'AVC, etc. Et elle demande si ça c'est aussi une contre-indication. Alors, ce n'est pas une contre-indication absolue, mais c'est vrai que si dans une famille, il y a plusieurs personnes qui ont fait des problèmes cardiovasculaires, que ce soit des thromboses, des infarctus, des angores, des angines de poitrine, il faut peut-être déjà se poser la question, est-ce qu'il y a un facteur familial ou pas? Et donc, déjà faire un bilan, ne fût-ce que de prise de sang par rapport au cholestérol. Faire peut-être un bilan cardiaque parce qu'on sait que la polyarthrite rhumatoïde en elle-même est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, les personnes qui ont une polyarthrite sont plus à risque de faire un problème cardiovasculaire que quelqu'un qui n'a pas une polyarthrite. Maintenant, je dirais si ce bilan chez la personne elle-même est rassurant, qu'elle ne fume pas et qu'elle n'a pas plus de 65 ans, le fait d'avoir dans sa famille quelqu'un qui a fait un problème n'est pas nécessairement une contre-indication à ce type de traitement. Il faudra peut-être voir dans la famille, par exemple, quelqu'un qui a fait un infarctus, si c'est un homme qui a fait un infarctus à 80 ans ou un homme qui a fait un infarctus à moins de 55 ans, le facteur de risque familial n'est pas le même. Donc, c'est peut-être creuser un petit peu quel type de facteur de risque dans la famille, mais si la personne elle-même a un bilan cardiologique qui est rassurant, je pense qu'on peut mettre en route ce type de traitement. D'accord. Justine, tu as encore d'autres questions? Autrement, j'en ai encore. Oui, alors en termes d'observance des traitements, je sais que c'est toujours difficile dans nos maladies de pouvoir garder un traitement. Est-ce que justement le fait que ce soit juste un comprimé à prendre, est-ce que c'est plus facile du coup pour les patients ou on n'a peut-être pas assez de recul? Alors, c'est effectivement difficile d'évaluer l'observance. Sur un plan des études cliniques, on n'a pas vraiment comparé les comprimés et les autres traitements en injection sous-cutanée, par exemple. Maintenant, moi, ce que je vois avec mes patients, c'est que effectivement, c'est assez facile.
À l'inverse aussi, le fait que ce soit des traitements à courte durée d'action, j'ai eu chez plusieurs patients le fait que de ne pas le prendre régulièrement, alors je ne dis pas pile à la même heure, à la même minute, mais de le prendre une fois le matin, le lendemain le soir, le surlendemain encore une autre heure. Chez certaines personnes, ça induit une déstabilisation de la polyarthrite. Et donc, ces personnes-là sont attentives et savent que si elles le prennent le matin, ça doit être tous les matins, parce que parfois, quelques heures d'écart font que la maladie n'est plus bien équilibrée ou pas aussi bien équilibrée. Et donc, par rapport à l'observance, les patients le voient eux-mêmes directement, que s'ils décalent ou a fortiori, s'ils oublient un jour ou deux. J'ai eu un patient qui était parti en voyage, qu'il avait oublié. Il était parti en week-end, mais ça a été très dur parce que à la fin de son week-end, il n'était pas bien du tout. Et donc, je pense que cette courte durée d'action fait que l'observance est meilleure parce que sinon, les personnes ressentent la différence. Donc, on a une question assez proche. Donc, quelqu'un qui voulait savoir si, par exemple, vous observez que les personnes qui sont sous ce traitement-là sont parfois moins compliantes à leur traitement que des personnes qui reçoivent des injections toutes les 2 semaines. Dans mes patients, je n'ai pas l'impression qu'elles sont moins compliantes, non. Je pense que le problème de la compliance, ça peut être lié à plusieurs facteurs. Parfois, on en a marre de prendre un traitement régulièrement, que ce soit un comprimé, que ce soit une injection. C'est vrai pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est vrai a fortiori pour d'autres maladies où on ne ressent pas nécessairement les symptômes. Quelqu'un qui est hypertendu ne va pas nécessairement avoir des symptômes, mais il en a marre de prendre des comprimés tous les jours. Donc ça, je pense que le problème de la compliance est lié à toute maladie chronique, quelle qu'elle soit. Mais je pense justement que dans la polyarthrite rhumatoïde, quand le traitement n'est pas pris régulièrement, la personne ressent directement la différence, ressent directement une douleur ou une ankylose ou une difficulté à faire certaines activités. Et donc, je n'ai pas, moi, l'impression que la compliance est moins bonne avec les comprimés. Maintenant, voilà, c'est une question de facilité de choix. Il y a des personnes qui vraiment n'aiment pas les piqûres et qui disent, moi, un comprimé tous les jours, c'est vraiment facile. Et d'autres personnes qui disent, oh, ben, moi, je préfère faire mon injection une fois par mois et je n'ai rien les 29 autres jours du mois. C'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Et donc, je ne peux pas dire qu'il y a une mauvaise compliance parce que ce sont des comprimés tous les jours. Euh, J'aurais tendance à dire que du contraire, mais voilà, ça dépend des préférences personnelles. Mhm. D'accord. Des questions peut-être un peu moins en rapport avec le traitement des anti-JAK. Donc, il y a quelqu'un qui aimerait savoir quelle est l'influence du psychologique sur la maladie. Alors, il y a clairement une influence du psychologique sur la maladie. Dans un des premiers schémas, je montrais qu'il y a un patient qui est génétiquement susceptible et puis quelque chose arrive. J'ai mis agent infectieux parce qu'on sait qu'au niveau immunologique, on a vu qu'il y a certaines familles de globules blancs qui sont activées, mais ça a été décrit dans la littérature et ça se rencontre en pratique clinique. Il y a parfois un choc psychologique, un deuil, quelque chose qui a été vécu difficilement et les patients disent c'est après ça que ma maladie s'est développée. Donc, il y a un rôle en fait au niveau neuro-immunologique entre le système neurologique et le système immunitaire. Et donc, on pense que là, le psychologique, entre guillemets, peut avoir un rôle dans le déclenchement de la maladie. Et puis, une fois que la maladie est installée, clairement, il y a une influence du psychisme sur comment on ressent sa douleur. Quelqu'un qui, pour telle ou telle raison est moins bien, se sent déprimé, se sent anxieux, va ressentir davantage des douleurs que quelqu'un qui est heureux, qui a un boulot, qui l'épanouit ou tout va bien dans sa famille. Et ça peut être un cercle vicieux, bien entendu, parce que quelqu'un qui a un impact psychologique va se sentir moins bien. S'il se sent moins bien, qu'il dort moins bien, si on est en manque de sommeil, on est fatigué, on ressent davantage la douleur. Si on a plus de douleur, on se sent moins bien dans sa tête. Et c'est un cercle vicieux. Et là, je pense qu'on peut utiliser des traitements non pharmacologiques comme l'hypnose, comme la méditation de pleine conscience, qui ont un effet
on sait qu'elles ont un effet sur la douleur directement et puis sur le psychisme aussi. Et donc, on parle beaucoup de médicaments, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à intégrer dans le traitement de la polyarthrite, dont ces traitements non pharmacologiques. Donc oui, clairement, le psychologique a une influence. Merci. Merci pour votre réponse. Alors, on a une autre question d'une personne qui s'interroge si la polyarthrite et le syndrome de Gurgéros-Sjogren, enfin, le fait d'avoir les deux en même temps est assez courant ou c'est plutôt assez rare? Donc, la polyarthrite rhumatoïde est une entité bien spécifique avec, par exemple, certains auto-anticorps comme les anticorps anti-CCP, le facteur rhumatoïde. La maladie de Gougerot-Sjogren en elle-même est une autre entité avec d'autres auto-anticorps qu'on appelle les anticorps antinucléaires, avec typiquement les anti-SSA, anti-SSB, etc., avec les yeux secs, la bouche sèche, avec une inflammation au niveau de la bouche, par exemple, qu'on peut voir à la biopsie des glandes salivaires. Maintenant, il peut y avoir chez des personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde un syndrome de Sjögren secondaire. Donc, ça veut dire qu'ils ont également les yeux secs et la bouche sèche, mais la maladie de base est la polyarthrite rhumatoïde. Donc, d'une part, on a deux maladies différentes. Deuxièmement, on peut avoir un syndrome de Sjögren secondaire à la polyarthrite. Et puis, il y a certaines maladies qu'on appelle les connectivites mixtes, où les personnes ont des caractéristiques et de polyarthrite rhumatoïde et de maladie de Sjögren et de lupus, par exemple. Donc, c'est une intrication des différentes maladies. Donc, je ne sais pas répondre pour cette personne-là. Peut-être qu'elle a un syndrome de Sjögren secondaire à la polyarthrite ou peut-être qu'elle a effectivement les deux maladies intriquées dans ce qu'on appellerait une connectivite mixte. Merci. Alors, on a une autre question également d'une personne qui s'interroge sur le fait que suite à sa première injection contre le vaccin du Covid d'AstraZeneca, c'est à ce moment-là que sa polyarthrite est apparue et qu'elle a eu donc ses premiers gonflements. Est-ce qu'il a été paru que c'était une des causes ou voilà. Alors, je vais répondre peut-être à sa question après. Je vais peut-être partir de personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde et qui ont eu le vaccin contre le Covid, que ce soit AstraZeneca, le Moderna, le Pfizer, peu importe. Donc, on sait que le but du vaccin, c'est de stimuler le système immunitaire pour produire des anticorps. On a vu que chez certaines personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde, il y a eu une poussée transitoire de la polyarthrite. Alors parfois, c'est difficile de distinguer parce que le vaccin en lui-même, chez des personnes qui n'ont pas de maladie, peut déclencher déjà des douleurs. On sait qu'il y a une activation du système immunitaire, mais bon, il y a des personnes avec une polyarthrite qui reçoivent le vaccin et qui effectivement font une petite poussée et puis ça se résout dans le temps. Quelqu'un qui n'a pas de maladie de base et qui reçoit le vaccin, il y a eu des études dans la littérature pour savoir ce qui se passait. On a vu effectivement certaines personnes remarquent qu'elles développent un gonflement d'articulation et une polyarthrite à ce moment-là. C'est très difficile de dire si c'est le vaccin lui-même ou pas. Certes, le vaccin stimule le système immunitaire, mais je vous ai montré, avant que les articulations ne gonflent, c'était une de mes premières diapositives, tout au-dessus, il y a le patient génétiquement susceptible, il y a des facteurs de l'environnement, et donc il y a déjà toute une série de phénomènes immunitaires qui ont lieu avant que les articulations ne gonflent. Donc, est-ce que ce vaccin a stimulé encore davantage le système immunitaire ou est-ce que on était déjà dans une phase pré-arthritique et que l'arthrite allait se développer? C'est difficile de dire au cas par cas. Il y a eu en tout cas beaucoup d'études avec le Covid, puisqu'il y a eu beaucoup de questions par rapport au vaccin, par rapport à la maladie, par rapport au traitement que les personnes recevaient. Et on n'a pas vu le développement de plus de cas de polyarthrite après les vaccins que de façon générale. Je vous ai dit, il y a une incidence annuelle de 2 à 4 pour 10 000. On n'est pas passé à 10 pour 10 000 après les vaccins. Donc, sur un plan général, non. Et sur un plan individuel, c'est très difficile à dire. Cette personne qui a développé un gonflement d'articulation, ben, je vous l'ai dit, la polyarthrite survient sur un terrain génétiquement favorable.
est-ce qu'elle aurait développé sa polyarthrite rhumatoïde de toute façon à ce moment-là, ou est-ce qu'elle ne l'aurait développé que 5 à 10 ans plus tard? C'est impossible de dire sur un plan individuel. Il y a pas mal de recherches qui sont en cours et c'est très intéressant pour essayer de voir est-ce qu'avant que la maladie n'apparaisse, on peut détecter et peut-être traiter déjà très tôt avant les gonflements. Mais bon, ça reste toujours du domaine de la recherche. D'accord, merci beaucoup. Alors, une dame pose une question. Elle a constaté en fait que ses articulations sont plus douloureuses quand elle a ses règles. Est-ce que c'est courant ou pas? Ça peut arriver, effectivement. On a des variations hormonales hein, chez la femme qu'il n'y a pas chez l'homme. Et on sait qu'il y a une interaction entre œstrogène, progestérone et le système immunitaire. Si je prends l'inverse, la grossesse, la plupart des femmes qui ont une polyarthrite rhumatoïde voient leur polyarthrite moins active pendant la grossesse. Donc, clairement, il y a un rôle des œstrogènes. Et donc, avant les règles, au moment de l'ovulation, on a un pic d'œstrogène et puis les œstrogènes diminuent et on est réglé. Peut-être qu'effectivement, chez cette personne, au moment où il y a une diminution des œstrogènes, c'est possible tout à fait qu'il y ait davantage de douleurs à ce moment-là. Oui. D'accord. Alors, j'ai encore une autre question. Donc, c'est une personne qui a un traitement biologique pour le moment, mais qui n'est pas efficace, enfin, de sa perception, n'est pas, enfin, c'est pas satisfaisant pour elle. Est-ce qu'elle aura intérêt à passer aux anti-JAK ou est-ce qu'il faut vraiment utiliser son traitement biologique, j'ai envie de dire, jusqu'au bout? Avant de changer. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est jusqu'au bout? Parce que si elle ne se sent pas bien, on est peut-être au bout. Je crois que, comme je l'ai dit, un traitement, je pense que d'abord, si elle n'est pas satisfaite, elle peut parler à son rhumatologue des inhibiteurs JAK. Peut-être qu'il ne lui a pas proposé parce qu'il n'avait pas l'impression que la polyarthrite, en tout cas que la personne n'était pas satisfaite et que lui a l'impression qu'il n'y a plus d'articulation gonflée, qu'il n'y a plus d'inflammation. Ou peut-être n'a-t-il pas proposé le traitement parce qu'il estime qu'il y a peut-être un facteur de risque général, ou peut-être que la personne a un excès de poids et qui s'est dit peut-être qu'il y a un risque de thrombophlébite ou d'embolie. Je crois que c'est vraiment important la communication avec son rhumatologue et c'est vrai que chacun a le point de vue sur la maladie et clairement le point de vue le plus important, c'est celui de la personne qui vit la maladie. Donc peut-être que le rhumatologue s'est dit tout va bien et que la personne dit mais non, tout ne va pas si bien que ça. Je crois qu'il faut vraiment en parler au rhumatologue et peut-être qu'il dira mais il y a telle ou telle contre-indication ou telle raison qui font que je pense que ce n'est pas la meilleure option chez vous. Ou peut-être qu'il lui dira oui, effectivement, si vous n'êtes pas bien, testons un autre médicament. Elle doit en parler à son rhumatologue, je pense. D'accord. Justine, tu as encore des questions? Oui, alors, sur voilà, les connaissances qu'on a déjà actuellement, est-ce qu'on a remarqué une meilleure, j'allais dire guérison, mais une guérison, Rémission. une meilleure rémission, voilà, grâce aux anti-JAK ou c'est comparable aux traitements déjà, les anciens traitements, si je puis dire? Une meilleure rémission en termes de durée ou de rapidité? Oui, en durée, oui. En durée. Bon, alors évidemment, on ne peut pas comparer un traitement, si on prend le dernier qui est là depuis quelques années, à un traitement anti-TNF qui est là depuis 20 ans. Donc, c'est difficile de vous dire au long terme pour des traitements qui n'existent, enfin, qui ne sont pas remboursés en tout cas depuis aussi longtemps. On n'a pas l'impression que, à l'heure actuelle en tout cas, qu'il y ait une différence. Mais je vous dis, c'est peut-être avec le temps. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait ce qu'on appelle des registres. Donc, les études cliniques sont faites pour comparer le médicament actif soit au placebo, soit à un autre traitement. Je vous ai montré maintenant, on compare de plus en plus à un anti-TNF parce que éthiquement, on ne peut pas laisser quelqu'un sous placebo pendant longtemps. Mais ces études cliniques, elles ont une certaine limite dans le temps.
Et surtout, quand on inclut des patients dans une étude clinique, il y a certains critères où on doit avoir certains critères d'activité de la maladie et ne pas avoir d'autres maladies concomitantes qui risqueraient de donner des infections, par exemple. Et les registres, en fait, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, c'est suivre les patients au long cours, qu'ils aient un risque d'infection. Certains ont déjà eu, par exemple, un cancer il y a plus de 5 ans, mais on décide de les inclure quand même. Et on suit ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, il y a beaucoup de registres au niveau national, que ce soit en Belgique, mais il y a des gros registres, par exemple, en Angleterre, en Allemagne, avec des gros scores de milliers de patients. Et c'est ça qui, finalement, nous permet de dire, ben, est-ce que la rémission est maintenue au long cours de façon équivalente. À l'heure actuelle, on n'a pas l'impression qu'il y a une différence, mais comme je vous dis, comparé du filgotinib qui est là depuis 2 ans ou de l'infliximab qui est là depuis 20 ans, c'est difficile de comparer. On n'a pas la réponse à ce jour. Bah, dans 10 ans, on aura un recul de 10 ans et on pourra répondre. Revenez dans 10 ans. Alors, on a une personne qui nous demande si, les anti-JAK stimulent le nerf vague. Est-ce qu'il y a des liens entre le traitement et le fait de faire des malaises ou ce genre de choses ou pas du tout? Pas à ma connaissance. Euh, je ne vois, je ne pense pas que les inhibiteurs de JAK aient des effets ni au niveau du système sympathique ni au niveau du système parasympathique. Maintenant, je ne suis pas neurologue et je ne sais pas vous dire si la voie JAK-STAT intervient au niveau de la voie neuronale. Donc, pas à ma connaissance, mais il faudrait peut-être poser la question à un neurologue. Merci. Moi, j'ai encore une question. C'est est-ce qu'il serait utile, par exemple, de prendre un traitement préventif contre le zona quand on est sous anti-JAK? Alors, on ne donne pas d'office de traitement préventif. Maintenant, chez certaines personnes qui font des épisodes de zona à répétition sous anti-JAK et pour lesquels on considère que c'est vraiment le meilleur traitement pour elles, par exemple parce qu'elles ont déjà échoué à d'autres traitements, ça arrive que les infectiologues proposent une prise ininterrompue d'acyclovir. Ce n'est pas la règle générale, mais ça arrive. J'ai une patiente comme ça, mais elle l'a eu avant qu'on ait le remboursement du vaccin qu'on appelle le Shingrix, qui est un vaccin donc on peut faire pour diminuer les poussées de zona. La seule chose, c'est que ce vaccin est cher, c'est 170 € la dose. Il n'est pas remboursé et il faut faire 2 doses, donc une première dose et puis une deuxième dose après 2 à 6 mois. Et donc ça, ce serait plutôt une option plutôt que de prendre non-stop de l'acyclovir. Mais ça arrive que chez certaines personnes, on donne de l'acyclovir préventivement parce que dès qu'on l'arrête, elles font une poussée de zona ou d'herpès. Mais c'est cher aussi, il n'y a pas nécessairement un remboursement pour l'acyclovir non-stop et donc peut-être qu'on pourrait discuter plutôt du vaccin, même s'il est cher aussi, au moins il est fait et il ne doit pas être, il ne nécessite pas une prise ininterrompue d'un autre comprimé en plus. D'accord. Justine, tu as encore des questions? Alors, oui, nous avons une question et j'essaie de comprendre cette question. Je vais vous la lire. Quels sont les effets secondaires entre donc, le JCVK et une médication en fait contre le diabète de type 2 par injection, enfin, soigné par injection, au niveau des démangeaisons? Est-ce que c'était reconnu? Donc, c'est plus il y a une interaction entre les deux médicaments, je suppose. Ce n'est pas quelque chose de décrit, en tout cas dans la littérature. Maintenant, on sait que les inhibiteurs JAK comme le Jyseleca
interagissent avec la voie de certains cytochromes qui interviennent dans la métabolisation de différents médicaments. Donc, on sait par exemple qu'il y a une contre-indication à associer avec certains médicaments antifongiques pour le traitement des champignons, donc des candidoses, des mycoses. On sait qu'il y a une interaction, par exemple, avec le jus de pamplemousse qui interagit aussi avec ces cytochromes. Et donc, il faudrait voir si spécifiquement cette médication pourrait interagir avec le filgotinib, le Jyseleca. Il y a vraiment énormément d'interactions et donc régulièrement, en tant que médecin, on va sur le site qu'on appelle le CBIP, donc qui est le site national des médicaments, et on peut voir s'il y a des interactions pharmacologiques, pharmacodynamiques entre les deux. Donc, la personne peut aller voir sur le site ou plus simplement demander à son médecin traitant ou à son rhumatologue ou à son diabétologue d'aller voir sur le site s'il y a des interactions reconnues entre le filgotinib et ce médicament pour le diabète. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'interactions pour cette médication-là spécifiquement. Je ne sais pas vous répondre. D'accord. Alors, vous avez parlé donc que chez les polyarthritiques, il y avait plus de risques de au niveau vasculaire, cardiovasculaire, voilà. Et donc, faut-il plus prêter attention à son régime alimentaire plutôt qu'une autre personne ou voilà, justement, juste équilibré comme une personne lambda, si je puis dire, suffit? J'ai envie de dire que la personne lambda doit aussi faire attention à son alimentation. Mais oui, donc clairement, la polyarthrite rhumatoïde en elle-même est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, je pense que c'est important de bien suivre son traitement parce qu'on sait qu'une partie du risque cardiovasculaire est liée à l'inflammation. Donc, si on prend son traitement correctement, il y a moins d'inflammation. Mais il faut prendre en compte tous les autres paramètres qui interviennent au niveau cardiovasculaire, donc certainement l'alimentation, mais par exemple aussi l'activité physique. Et on parlait de 5 000 pas ou 10 000 pas par jour, donc ça c'est important aussi. Le tabagisme, bon, a fortiori dans la polyarthrite rhumatoïde, on sait que le tabagisme peut déclencher des phénomènes immunitaires chez une personne prédisposée, mais ça a été montré aussi que une fois que la maladie est établie, le tabagisme réduit la réponse au traitement. Et puis, indépendamment du traitement, le tabagisme augmente le risque cardiovasculaire. Donc, chez les personnes qui fument, on sait que c'est très difficile d'arrêter de fumer, mais il y a l'aide des tabacologues. Donc, je pense que oui, quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde doit faire attention à son alimentation. Plus qu'une personne lambda, je ne sais pas, parce que je trouve que tout le monde doit faire attention à son alimentation, mais voilà. Mais faire attention à son alimentation et à tous les autres facteurs qui concourent au risque cardiovasculaire. Je vous l'ai dit, l'activité physique, le tabagisme et un suivi régulier. Les personnes vont régulièrement chez leur médecin traitant, chez leur rhumatologue. Le bilan cardiaque, il n'est pas fait nécessairement. Or, je pense que quelqu'un qui a une activité sportive régulière, en particulier si elle est intense, ça vaut la peine de faire un bilan cardiaque, ne fût-ce qu'un test d'effort. Et un test d'effort, ça peut être fait sur un tapis, sur une bicyclette, sur ce qui est le plus approprié selon les possibilités articulaires de l'individu. C'est une échographie cardiaque. On peut, chez des personnes qui ne savent pas faire de test d'effort, simuler un test d'effort par une échographie où on injecte un produit. Et donc, faire au moins un bilan cardiaque de base chez le cardiologue, ça me paraît important. Et puis, s'il est bon, on peut se dire qu'on ne le répète qu'au bout de 10 ans. Et s'il n'est pas si bon, ben, ça va peut-être faciliter le fait de surveiller son alimentation et d'avoir une activité physique, par exemple. Merci. D'accord. Alors, on a encore un monsieur qui s'inquiète pour son épouse, qui est apparemment totalement clouée au lit. Je ne comprends pas très bien si elle a 48 ans ou si ça fait 48 ans qu'elle a une PR. Et il demande s'il faut faire des examens cliniques supplémentaires pour diagnostiquer une autre cause à cette immobilité totale. Voilà. Alors, c'est vrai que si la polyarthrite, imaginons que la polyarthrite évolue depuis 48 ans, disons une polyarthrite qui évolue depuis longtemps, une personne peut être clouée au lit soit parce que la maladie est toujours active, mais soit parce qu'il y a des séquelles de la maladie.
Donc, ça arrive quand la polyarthrite, surtout imaginons qu'elle évolue depuis très longtemps, peut-être à une époque, qui a commencé à une époque où on n'avait pas tous ces traitements biologiques. La polyarthrite peut être cause de déformation et d'une arthrose secondaire, et ça peut être une cause de douleur qui cloue la personne au lit, même si la polyarthrite n'est plus active. Mais on est d'accord que quelqu'un qui a mal, il faut se poser la question de pourquoi il a mal et pourquoi il ne sait pas bouger. Est-ce que c'est la polyarthrite en elle-même? Est-ce que ce sont les séquelles de la polyarthrite? Est-ce que ce n'est pas effectivement une autre maladie? Est-ce qu'il n'y a pas une cause musculaire ou neurologique? Alors, la première chose, c'est effectivement que la personne soit examinée par son médecin traitant, et en fonction de l'examen clinique, on peut éventuellement faire des examens complémentaires si nécessaire, que ce soit une prise de sang, des radios ou d'autres examens d'imagerie plus poussés. Mais donc, effectivement, quelqu'un qui est cloué au lit, est-ce que c'est sa maladie ou est-ce que c'est une autre maladie? C'est une très bonne question qu'il faut se poser et effectivement commencer par l'examen clinique du médecin traitant. Si la dame est clouée au lit, je pense qu'il y a moyen d'appeler le médecin traitant pour qu'il l'examine et en fonction de son examen clinique, qu'il décide de ce qu'il y a lieu d'explorer après. D'accord. Alors, encore une question. Est-ce qu'il y a encore des recherches qui concernent les anti-JAK? Est-ce qu'on attend encore d'autres produits? Alors, s'il y a encore d'autres inhibiteurs dans le pipeline, je ne sais pas vous dire, à mon avis, oui, parce que oui, par exemple, je vous ai dit, il y a JAK1, JAK2, JAK3 et TYK2. Il y a des études en cours avec les anti-TYK2 spécifiquement. Comme dès qu'on connaît un mode d'action, on essaye de trouver quel est le meilleur moyen de bloquer ce qui intervient dans l'inflammation sans bloquer ce qui intervient dans les régulations physiologiques au niveau immunitaire. Et donc, oui, il y a des anti-TYK2 et je pense qu'il y a encore probablement d'autres inhibiteurs qui sont en cours d'étude. Donc, peut-être qu'on aura d'autres molécules. Et puis, pour celles qui sont déjà remboursées, il y a toujours des études en cours, savoir est-ce qu'on pourrait cibler par exemple les personnes qui vont en tirer le plus d'avantages avec le moins d'effets secondaires. Est-ce que tel anti-JAK est meilleur pour tel patient par rapport à tel autre qui serait plus favorable? Donc, il y a encore, c'est ça qui est très stimulant, il y a beaucoup d'études en cours sur la polyarthrite rhumatoïde en général, sur pourquoi la polyarthrite commence, pourquoi elle se perpétue et comment on peut bloquer les phénomènes inflammatoires. Et donc, beaucoup d'études, que ce soit avec les anti-JAK ou avec d'autres molécules. Mais donc, oui, on aura probablement d'autres inhibiteurs dans les années à venir. Ouais. Alors, nous avons une autre question. Est-ce que manger plus d'antioxydants peut aider à avoir moins de crises inflammatoires ou y a-t-il d'autres substances ou d'autres conseils qu'on peut donner pour diminuer ces crises inflammatoires en dehors des médicaments? Alors, on sait que l'alimentation joue un rôle chez les personnes qui ont des maladies auto-immunes et qui ont des douleurs. Il y a pas mal d'études et il y a certains qui proposent certains régimes particuliers. Le risque de ces régimes, c'est qu'ils ne soient pas tout à fait équilibrés, qu'on manque de certains types d'aliments par rapport à d'autres. Les antioxydants peuvent aider certaines personnes. La problématique de l'alimentation, c'est qu'on ne peut pas à l'heure actuelle de donner de recommandations universelles pour tous les patients. Et donc, il y a certaines études, par exemple, qui ont été faites où on impose un jeûne strict et ça a été montré que les personnes qui suivent ce jeûne strict vont mieux et puis progressivement, on réintroduit l'un ou l'autre aliment et d'une personne à l'autre, l'aliment réintroduit va être bien toléré ou moins bien toléré, à savoir que certains aliments sont bien tolérés par certaines personnes et pas par d'autres. Moi, je me souviens d'un monsieur que je suivais et qui me disait quand je mange des tomates, le lendemain, je fais une poussée de polyarthrite, j'ai mal. Et il ne comprenait pas lui-même, mais il avait fait le test d'arrêter les tomates, il allait bien, et puis d'essayer ponctuellement ça, sans autre aliment, et ça a déclenché une poussée douloureuse chez lui, alors que d'autres personnes mangeaient des tomates sans problème, et on pourrait se dire, bah, des tomates, c'est un aliment sain, pourquoi ça? Je pense à une autre dame qui tolère moins bien la viande, et quand elle mange plus de viande, elle a plus de douleur.
Donc, oui, l'alimentation joue un rôle, mais on ne peut pas dire à tout le monde, voilà, les aliments à manger et les autres aliments à éviter et vous irez mieux. Les antioxydants peuvent aider, donc si ça aide cette personne spécifiquement, alors oui, qu'elle continue, mais je pense que de toute façon, que ce soit pour la polyarthrite, que ce soit sur un plan cardiovasculaire, il faut avoir une alimentation équilibrée et peut-être essayer de trouver ces antioxydants dans son alimentation de base, je dirais, au niveau des fruits et légumes, par exemple. Merci beaucoup. Ben, on n'a plus d'autres questions à vous proposer. Donc, voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure cette séance ici. En tout cas, je voulais remercier donc, pour votre temps, votre très intéressant, très intéressante présentation et alors aux réponses à nos questions. Avec plaisir, et merci à vous et j'espère que ça aura aidé les patients et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à en parler à leur médecin. Je pense que il faut avoir une bonne communication et si le rhumatologue pense que la personne va bien et qu'elle trouve qu'elle ne va pas bien, elle doit le dire et bien comprendre les tenants et aboutissants de sa maladie et de son traitement. Donc, merci pour votre invitation et j'espère que vous aurez peut-être d'autres questions et n'hésitez pas à les transmettre si nécessaire. Ah ben d'accord, ça va. Si on a d'autres questions, alors on reviendra vers vous. Vraiment, c'est très gentil. Et merci beaucoup pour toutes ces informations vraiment très intéressantes. Et moi j'ai envie d'ajouter comme mot de la fin, c'est qu'en vous écoutant, moi je me rends compte qu'en fait, on tient vraiment de plus en plus compte de la vie du patient avec la maladie et que c'est quelque chose d'important, alors que peut-être dans le temps, on ne donnait pas autant d'importance à ça. Et on se rend compte maintenant, avec tous les traitements modernes qu'on peut vraiment trouver quelque chose sur mesure qui convient à chacun. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Voilà, à je vous, bonne voulais soirée. aussi Oui. remercier toutes les personnes qui ont suivi donc, ce webinaire. N'hésitez pas donc à continuer à suivre les actualités sur nos pages Claire, autant sur Facebook que sur les pages Internet. Donc voilà. Donc je vous souhaite tous une bonne soirée. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.